Merci en tout cas de ta présence. Un petit mot d'introduction. Tu en parleras mieux que moi, mais Vadata, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'ici tout le monde connaît un petit peu, est une entreprise donc, qui est spécialisée en audit de sécurité. Vous êtes basé à Lyon, mais vous travaillez aussi beaucoup à l'étranger, notamment aux États-Unis. Voilà, tu es le cofondateur de Vadata. Voilà, je te laisserai présenter rapidement ta structure. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'ingénierie sociale en cybersécurité. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale? Qu'est-ce que ce n'est pas? Et apparemment, c'est donc redoutable aussi. Donc, je vais te laisser nous expliquer comment justement ça peut s'intégrer à la question au sujet de la cybersécurité. Merci beaucoup de ta présence, Nicolas. Je te passe la main. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors oui, l'ingénierie sociale, donc c'est un des sujets qu'on traite chez Vadata. Donc on est une entreprise spécialisée en tests d'intrusion. On est du côté obscur de la force. On est là pour tout casser, en gros, mais pour bien le faire. Voilà. Et donc on a une partie test d'intrusion technique où on va attaquer tout ce qui est plateforme web, applications mobiles, objets connectés, des réseaux d'entreprise. Mais il y a une partie humaine aussi qui est indispensable au test, puisque parfois il est plus simple tout simplement d'appeler quelqu'un pour lui demander son mot de passe plutôt que de chercher à trouver une faille de sécurité sur une plateforme web, par exemple. Donc c'est une des parties qu'on adresse chez Vadata. Et donc je suis pour ma part cofondateur, je suis directeur technique de la société. Alors, commençons dans le vif du sujet, l'ingénierie sociale. Alors je change de slide, ça devrait marcher. Voilà, social engineering, hein, ça se prononce comme ça pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais. C'est pas forcément facile à prononcer. Donc, je vous ai mis une petite transcription ici, faite maison. Et tout d'abord, commençons par ces quelques photos. Spontanément, qu'est-ce qu'elles vous font ressentir? À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez comme sentiment qui ressortent du fond de vous lorsque vous voyez cette photo? Alors, je ne sais pas si l'audio est activé ou sinon, si on passe par le chat. J'ai les deux visibles, hein, l'audio dans mes oreilles et le chat sur mon écran. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. J'active l'audio pour tous les participants. N'hésitez pas à prendre le micro, c'est quand même plus sympa, comme vous voulez, comme vous vous sentez le plus à l'aise. Tout est permis. Que ressentez-vous? Spontanément, que dites-vous? Sympathie. Sympathie. Des sentiments positifs, je vois dans le chat, joie, sourire, séduction aussi, c'est vrai. Donc des choses positives. Si vous croisez cette personne-là, parce que là c'est une photo, hein, elle ne bouge pas, mais si tout d'un coup cette personne apparaît devant vous, lorsque vous ouvrez la porte ou lorsque vous la croisez dans la rue, ça vous donne forcément envie de sourire. Voilà, c'est ce qui ressort comme sentiment. Une deuxième, si j'arrive à passer, voilà. J'aime bien dans le chat, sur la photo précédente, un peu trop séduisante, c'est louche quand même. Ouais, peut-être. Qu'est-ce que ça vous inspire ici? Envie d'aider, exactement. J'aurais pas dit mieux. Envie d'aider, oui, parce qu'elle monte l'escalier, tout de suite on se dit, voilà, elle a l'air en difficulté, elle souffre et elle souffle peut-être pitié. Ouais, donc on a envie de l'aider. Après, si on regarde bien son ventre, elle est quand même un peu étrange. Ça ne ressemble pas à un vrai ventre de femme enceinte. Mais bon, on a quand même envie de l'aider parce qu'on ne va pas lui dire que son ventre n'est pas très rond. Allez, une autre. Ça arrive souvent. Ça peut vous arriver chez vous, au bureau. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous voyez cette personne-là devant la porte? Envie de lui tenir la porte. Envie de lui tenir, oui. Ou alors peut-être envie de lui ouvrir, tout simplement. Puisque bon, bah, il est en difficulté, il a un très gros carton, peut-être lourd, et bon, personne lui ouvre, et encore, il ne pleut pas, ça pourrait être pire. Et une dernière. Qu'est-ce qui vous inspire
ce personnage. Imaginez que vous l'avez au téléphone. Qu'est-ce qui pourrait vous passer comme type d'impression? Peut-être quelqu'un de senior, mature, sérieux, il a l'air sympa. Joli, il a l'air sympa et d'avoir un problème. Encore une fois, envie de l'aider. De l'expérience, voilà. Donc, on a des choses assez fortes qui ressortent, un certain charisme peut-être. Donc tout ça, c'est rien que le visuel ici joue sur ce que vous ressentez, sur vos sentiments. Ça agit au plus profond de vous-même. C'est là que commence l'ingénierie sociale. Alors, on avait mis au menu de ce webinaire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de choses. Mais commençons par ce que ce n'est pas. En fait, j'avais mis ça comme titre et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ce n'est pas? Mais c'est très difficile de trouver ce que ce n'est pas puisque vous en avez partout de l'ingénierie sociale. C'est omniprésent. Ce qui va différencier le fait qu'on va en parler dans la cybersécurité ou pas, c'est l'intention qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose de malveillant, de calculé, un peu trop? L'ingénierie sociale, on peut même en trouver dans les métiers des ventes. Quand on est commercial, on peut être tenté de manipuler ou de faire passer des messages. Le marketing, quelque part, aussi en est un petit peu. Donc l'ingénierie sociale, au sens, parce que si vous cherchez les définitions, vous allez en trouver plusieurs, mais dans un contexte de sécurité, c'est tout ce qui va permettre de manipuler, de faire jouer les sentiments au plus profond des personnes pour faire se déclencher une action sur une victime. Donc voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est. Et vous en trouvez dans la vie quotidienne, lorsque vous ouvrez une porte avec cette personne qui vous présente qui a un carton qu'on a envie d'aider, cette personne qu'on a envie d'aider à monter l'escalier aussi, et peut-être, et ça a été prouvé dans pas mal de tests, se présenter en tant que femme avec un ventre bien rond et un carton, tout de suite les portes s'ouvrent. Et même lorsqu'il s'agit d'amener quelque chose dans une salle de serveur, zone pourtant très confidentielle, très restreinte en termes d'accès, tout ça ouvre les portes. D'ailleurs, si vous regardez sur Amazon, vous allez trouver des faux ventres de femmes enceintes à vendre. Bon, c'est pas pour rien. Et dans une cyberattaque, voilà, c'est précisément ce que vous trouvez dans des emails de phishing, comme on va voir juste après. On vous demande d'ouvrir des fichiers, de donner des mots de passe, d'exécuter un logiciel sur votre ordinateur, de faire une transaction bancaire. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose qui abuse de réflexes sociologiques, et qui profite de failles organisationnelles. Voilà ce que c'est. Voilà un exemple de phishing qu'on a pu recevoir chez Velata. Donc, vous en avez certainement reçu, mais si on regarde cet exemple précisément, vous avez un email qui arrive d'une banque, ici la Bred, avec un nom de domaine qui contient le mot Bred, mais bredb.fr. Voilà, bon, on peut se demander si c'est le vrai domaine, avec un nouveau message du conseiller. Voilà, ce qui est un scénario assez comment dire, classique, acceptable. On reçoit parfois des messages de son conseiller, et ça vous invite à consulter ce message via votre espace client. Pour une fois, il n'y a pas beaucoup de fautes d'orthographe, c'est plutôt bien construit. Donc là, vous cliquez dessus et bien sûr, que se passe-t-il derrière, à votre avis, lorsque vous cliquez sur ce lien? Où arrivez-vous? Vous avez un lien, mon espace client, qui vient de la Bred. Vous arrivez vers un espace client, mais ce n'est pas le vrai, c'est une copie. Alors, je vais aller voir l'espace client en question sur cet email-là, mais vous avez très certainement un clone. Canne à pêche, dit Sylvain. Petit email de phishing avec une belle usurpation de marque, PayPal. Alors là, on a plusieurs mots-clés qui poussent quand même
à l'action, puisqu'on parle de sécurité, de règles, un compte qui n'est pas assez sécurisé, quelque chose qui va être bloquant plus tard. On va être empêché de pouvoir accéder à nos moyens de paiement, probablement, et il faut vérifier des choses. Pas très engageant, simplement des choses à vérifier. Mais quand on clique dessus, encore une fois, un clone de l'application se présente, très bien fait en général, bien sûr en HTTPS pour que ce soit sécurisé. Et là, vous rentrez vos identifiants et c'est fini. On vous a piqué votre compte. Ça, c'est un peu plus... c'est assez différent de ce qu'on voit d'habitude sur les emails de phishing classiques pour voler des identifiants. Là, c'est du chantage. On vous explique dans un long mail bien détaillé que voilà, c'est un hacker qui vous écrit, qui vous raconte qu'il a mis la main sur votre mobile ou sur votre PC portable, qu'il a eu accès à votre webcam et que lorsque vous étiez sur des sites porno, il a tout filmé, il a fait un montage vidéo magnifique de tout ce que vous faisiez. Voilà. Et donc, il vous demande une petite rançon en vous mettant une pression sur un axe assez porté sur la réputation personnelle, voilà, parce qu'il vous menace de diffuser cette vidéo auprès de vos proches et de vos collègues, etc. Voilà, et vous avez 48 heures pour faire le paiement. Bon, en l'occurrence, le contact Valata n'est pas allé sur du site porno, donc on a passé le mail à la poubelle, mais 48 heures plus tard, se présente un deuxième mail, et là qui nous dit je rigole pas, c'est vraiment vrai, c'est votre dernière chance de sauver votre vie sociale. J'ai la vidéo, maintenant c'est 2000 $ au lieu de 1000. Donc la pression monte. Alors, vous imaginez que ça marche plutôt pas mal, puisque si personne n'allait sur des sites un peu olé olé, ça fait longtemps qu'il n'y en aurait plus. Donc il y a quand même une population cible réelle derrière. Ça peut être aussi un fichier joint qu'on vous envoie dans un email, un PDF avec une facture à payer. Donc là, c'est un exemple de malware qu'on a réellement ouvert sur une machine et on allait jusqu'au bout du scénario pour se faire littéralement pourrir la machine en question. Donc c'est un PDF qu'on vous envoie. Alors désolé pour la qualité des visuels ici, c'est des photos d'écran parce qu'on n'a pas fait de capture. La machine après a été formatée pour des raisons de sécurité évidentes. Donc là, vous avez un PDF que vous ouvrez. Dans le PDF, c'est là qu'il faut quand même vouloir mettre un peu de soi. On vous incite à ouvrir une pièce jointe qui est située dans le PDF. Bon, c'est pas très fréquent. Bon, on fait l'effort de fouiller, comprendre comment ouvrir ce fichier Word qui est caché dans le PDF. On l'ouvre. Là, quand même, on a un avertissement de Windows qui dit que ça peut être potentiellement dangereux, mais on veut vraiment y aller pour voir ce qui se passe. Word s'ouvre. La fameuse barre des macros qui vous dit que les macros sont désactivés sur votre navigateur, sur votre Word, pardon. Et forcément, vous l'activez puisqu'on vous invite à le faire également pour voir le contenu. On peut avouer quand même que c'est assez tordu pour une facture. Et une fois que vous avez activé les macros, c'est fini. Là, l'activité au niveau du processeur et du disque de votre machine se met à monter dans les tours et tout est en train d'être chiffré sur votre machine. Entre-temps, cette petite pièce jointe en Word a téléchargé toute une armada de malware sur votre machine et exécute tout ça en tâche de fond sans que vous n'y voyez rien. Voilà ce qui se passe côté processeur pour ceux qui sont un peu techniques. Voilà, donc le gestionnaire de tâches de Windows XP, un peu vieux, certes, ça marcherait sur d'autres versions. Donc le CPU tourne à fond, c'est en train de chiffrer à toute vitesse. Et là, tous vos fichiers sont pris et on vous invite à les payer sur un site sur le dark web. Donc on vous explique aussi comment aller sur le dark web. C'est une belle expérience. Le phishing, c'est aussi parfois des erreurs de la part de l'attaquant. Et tant mieux, parce que voilà, ici à droite, une facture qu'on vous envoie, on vous demande de l'ouvrir dans OneDrive. Seulement, le lien ne fonctionne pas lorsqu'on clique. C'est dommage, c'est un raté. Deuxième raté, c'est un lien vers une page de paiement sur un site. Et là,
Alors, soit ça a été bloqué par le propriétaire réel du site, soit c'était un problème de configuration, mais l'accès ne fonctionne pas. Donc, c'est encore un raté. Ce sont des vrais humains qui font les emails de phishing, pas des robots. Ils se loupent aussi. Alors, l'ingénierie sociale, et après, je vais vous montrer quelques exemples réels qu'on a pu faire chez Vedata. Pourquoi ça fonctionne? Eh bien, simplement parce qu'on fait appel à ce qu'il y a de plus profond en vous, à savoir les sentiments et une mise en confiance dans une certaine situation. Et vous êtes, en tant que victime, la personne la plus à même, si l'attaque a été bien conçue, de réaliser la tâche qu'on vous demande. Vous êtes en fait la clé pour l'attaquant. Il vous active au niveau de votre cerveau et vous agissez comme une marionnette. Voilà, c'est simplement ça. Et une fois que vous êtes activé, vous êtes comme un petit soldat qui a été embrigadé et vous agissez. 1 minute avant de cliquer, ça c'est toujours surprenant. Et lorsqu'on lance une attaque d'ingénierie sociale, que ce soit une vraie attaque malveillante par un groupe de hackers ou dans une campagne de sensibilisation qu'on peut faire auprès d'entreprises, le temps d'exécution est extrêmement rapide. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on envoie cet email de phishing et bon, j'ai écrit 1 minute avant de cliquer, mais parfois c'est bien plus court, c'est dans les 30 secondes. On clique, la personne arrive sur une interface web, rentre ses identifiants et on les reçoit. 30 secondes. Donc c'est extrêmement, extrêmement puissant. Tout est naturel dans le déroulé de l'attaque. Pour quels objectifs? Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'ingénierie sociale? On peut à peu près tout faire, mais ce qui va être intéressant, c'est pour un attaquant d'atteindre certains éléments qu'il n'arrive pas à atteindre directement via une attaque technique. Donc des informations confidentielles, que ce soit des choses business, des informations personnelles, bancaires, un accès à des machines de travail, à des serveurs, de l'argent bien sûr. La personne qui se pointe avec le colis pour rentrer dans un bâtiment, pour accéder à un réseau d'entreprise, pour voler du matériel. Moi, j'ai déjà vu à titre personnel quelqu'un rentrer dans une société dans laquelle je travaillais qui prétendait être là pour le changement de la moquette. Voilà. Et c'était entre midi et 2. Il se trouve qu'il y avait effectivement des travaux dans le bâtiment et il est rentré sans problème. Il a volé un ordinateur portable et de l'argent qui était dans un portefeuille. Donc, c'est parfois simplement des biens. Alors, je vais vous montrer trois cas différents d'attaque par ingénierie sociale. Le premier, sur une équipe sales, donc de vente. Donc, c'est un scénario qui est passé par ce qu'on appelle du phishing. Donc, pour vous faire un petit tour d'horizon des techniques avant qu'on rentre dans ce cas-là, vous avez globalement l'email de phishing qui est le plus classique, ce qu'on appelle le spear phishing aussi. Le spear phishing, donc un email de phishing très ciblé sur des personnes bien identifiées avec beaucoup d'éléments de contexte, quelque chose de très travaillé. Vous avez ce qu'on appelle le vishing, donc un appel téléphonique, souvent avec usurpation d'identité. Et puis après, vous avez les clés USB, vous avez des choses purement dans l'interaction humaine pour rentrer dans un bâtiment. Voilà. Et vous avez le courrier aussi. Quand vous créez une entreprise, vous recevez souvent du courrier de l'administration et parfois, il y a des faux courriers qui arrivent qui vous demandent de payer des taxes, etc. Là, on parle de phishing dans ce cas-là et on vise une entreprise qui compte environ 600 salariés avec pas mal d'équipes différentes. Et ce qu'on veut faire, c'est avoir un accès au réseau interne de l'entreprise. Donc, on va viser pas n'importe qui, mais des personnes qui sont à même de collaborer et qui sont en général de bonne volonté. L'équipe sales, c'est parfait. C'est des personnes qui sont très loquaces. Alors, si je vous rejoue rapidement le scénario, ça donne ça. Moi, je m'appelle Cédric et j'appelle... non, pardon, je m'appelle comment je m'appelle Julien, voilà. Je m'appelle Julien, je suis de l'informatique. Donc là, vous voyez, il faut préparer le scénario. C'est quelque chose qui s'écrit sur une feuille, qui se rejoue un petit peu. Et ensuite, on lance l'appel. Je vous le joue.
Bonjour Cédric, c'est Julien de l'informatique. Comment ça va? Et là, Julien va très bien, bien sûr, ça va très très bien. Est-ce que tu aurais quelques minutes à m'accorder? On a un petit souci avec la connexion VPN et j'aurais besoin d'informations de la part des personnes qui l'utilisent. Alors, forcément, Cédric a le temps de m'aider. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant de passer cet appel, on s'est quand même un petit peu renseigné sur ce que potentiellement Cédric utilise comme VPN. C'est la prise d'information, ce qu'on appelle une phase de reconnaissance. Et on a repéré que dans cette société, il y avait eu un changement de VPN. Quelqu'un a un peu trop parlé sur Internet et on a trouvé un forum qui mentionnait un VPN Cisco ou un VPN Fortinet. Donc là, on lui demande en fait quel est le VPN qu'il utilise. Donc ça donne ça. Alors, tu sais qu'on a changé récemment de VPN, donc il y a des personnes qui sont sur l'ancien et d'autres sur le nouveau. Toi, tu es sur le Cisco ou sur le Fortinet? Il est sur le Fortinet. Donc là, ce qu'on a fait en amont, c'est qu'on a aussi installé certains logiciels pour se connecter aux deux VPN différents, mais ce n'est pas forcément toujours évident parce qu'il y a plusieurs versions, plusieurs produits chez ces fournisseurs. Donc, on a tenté le coup, mais on n'avait pas forcément la bonne version. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais lancer le logiciel que tu utilises pour te connecter, s'il te plaît? Bien sûr, il est OK. Il lance le logiciel. Tu peux me confirmer le nom du soft que tu as? Il me confirme la version aussi, le nom du logiciel. Et là, je lui demande en fait la connexion, le serveur auquel se connecte le logiciel. Et là, normalement, donc, tu as l'adresse de connexion du serveur qui doit être pré-remplie. Et là, il me donne l'adresse en question. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'arrêter parce qu'on a déjà eu pas mal d'informations et on n'a pas envie d'éveiller trop de doutes au niveau de l'entreprise et au niveau de cette personne-là. Ok, merci. C'est tout bon, nickel. On en profite pour lui demander s'il n'a pas de souci par ailleurs et non, tout va bien. Il me raconte son utilisation du VPN habituel, etc. Entre-temps, on installe tout ce qu'il faut, à savoir la bonne version du logiciel parce qu'on n'avait pas la bonne en l'occurrence, et on appelle une seconde personne. Salut David, c'est Nicolas de l'informatique. J'ai dit Nicolas parce que je ne suis pas encore dans mon rôle. C'est Julien de l'informatique. Comment ça va? Est-ce que tu aurais quelques minutes à m'accorder? On a un petit souci avec la connexion VPN et j'aurais besoin d'informations de la part de personnes qui l'utilisent. Alors, comme la victime précédente, il a un petit peu de temps. Donc, il me donne quelques minutes précieuses. Et là, je valide les informations que j'ai obtenues précédemment. Donc, je crée un climat de confiance. Je suis au courant de pas mal de choses déjà. Je valide le type de VPN, la version. Au passage, je lui précise qu'il n'est pas à jour et qu'il faudra bien qu'il mette à jour sa version. Il est en confiance. Très bien, ok. Alors du coup, si ça ne te dérange pas, il faudrait qu'on fasse un petit test. C'est vraiment très rapide. Donc si tu as 30 secondes, j'active donc une sonde au niveau du serveur et on va faire un test. Là, je prends le temps de ne pas activer cette sonde qui n'existe pas. Et je lui dis qu'on est prêt pour démarrer le test. Allez, c'est bon, on va pouvoir y aller. Alors, je vais simplement rentrer tes identifiants de mon côté et regarder ce qui se passe côté VPN. C'est OK pour toi? Et bien sûr, il est OK. Alors, il me faut ton login. Il me donne son login. Et il me faut ton mot de passe. Et bien sûr, il me donne. OK. Donc là, tu as dû recevoir le fameux second facteur, alors soit par email, soit par texto. Et donc, il prend son téléphone portable et il me donne le code à 6 chiffres. Ok, c'est très bien. Écoute, ça marche. La connexion a l'air de bien tourner. J'ai vérifié juste au niveau VPN. Non, ok, il n'y a pas de message d'erreur. Tout est bon. Parfait. Pendant qu'on est en ligne, est-ce que tu as une question à laquelle je peux répondre éventuellement? Et heureusement, non, il n'a pas de question. Et voilà. Et donc là, on a en fait un accès intégral au réseau de l'entreprise. Donc avec tout ce que vous imaginez dans une entreprise de 500 ou 600 salariés, des serveurs de fichiers, un tire-larigot et pas mal de petites choses. On ne s'arrête pas là. On vérifie qu'il n'y a pas d'autres personnes avec des accès supérieurs au système informatique. Et donc là, on a eu pas mal de cas. On a eu le cas de la personne qui était quand même assez méfiante
et qui nous a dit que clairement, on la faisait chier à demander les mots de passe parce qu'il y avait une politique de sécurité et que c'était pas normal. Donc là, on joue un petit peu sur, bah oui, mais comment je fais? Du coup, je suis bloqué. Et la personne finit par donner le mot de passe. Au niveau du second facteur, elle hésite un petit peu. Elle nous dit, attends, bouge pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je t'appelle. Bah, je lui dis, on est en ligne. Ah oui, je suis con. Ok, très bien. Ok, et donc elle avance, elle me donne quelques infos en plus. Et là, en fait, elle a vraiment un gros doute dans sa tête. Et en fait, je pense qu'elle se déplace dans les bureaux et essaie d'aller me voir, sauf que je n'y suis pas. On a eu le cas aussi d'une personne qui veut pas donner son mot de passe et on insiste un petit peu et je lui dis mais c'est pas grave, tu me le donnes, après tu le changes le mot de passe. Donc elle nous donne le mot de passe, on a accès au réseau, elle change son mot de passe, mais c'est trop tard, le mal est fait. Voilà ce premier scénario de phishing qui est passé de manière assez fluide. Deuxième cas, équipe finance. Absolument rien à voir. Là, on passe sur ce qu'on appelle du spear phishing. Spear phishing, une société relativement petite. On a 80 personnes. Objectif, bien sûr, piquer des sous à la société. Donc, on fait quelque chose d'assez assez fin dans le sens où on n'envoie pas simplement une facture à la personne en disant qu'il faut payer, mais on met dans la boucle des emails plusieurs personnes. Premier email, alors tout est anonymisé parce que c'est une vraie attaque. On a essayé de cacher un peu des choses pour pas que vous sachiez qui s'est fait avoir. Donc on prétexte une publicité qu'on va passer dans un magazine et on doit réserver assez rapidement l'emplacement, donc en payant un acompte. Et assez rapidement parce que les emplacements partent vite. Donc il y a en fait quelques petits mots, quelques petites précisions dans le mail qui font que la personne va réagir rapidement et va pas se dire « Ok, je traiterai ça dans 3 jours ». Il faut agir maintenant. On envoie la facture. Qui l'envoie? Qui l'envoie, c'est le dirigeant, qu'on a usurpé via différentes techniques. On envoie de la part du dirigeant en copie la responsable comptable qui, elle, a les clés pour pouvoir faire les virements. Ou du moins, on le pense. En copie également, alors c'était la comptable qui était en destinataire, pardon, et en copie, la directrice communication qui, elle, est bien dans le contexte, de ces publications, de ces emplacements publicitaires, et le directeur financier, pour mettre en confiance. Les bonnes personnes sont là. La comptable nous répond « Bonjour, je fais le virement de suite ». Et là, en fait, elle demande au directeur financier de valider en ligne. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on était dans une position au milieu pour observer le flux, le workflow en fait, de validation des factures. Et on a bien sûr, dans une étape suivante, envoyé ce mail au vrai directeur financier, puisque c'était le faux qui était en copie avant, c'était nous. On lui envoie le mail en lui demandant de valider, avec tout l'historique d'email qu'il y avait en dessous. Validé, le paiement sera effectif demain. Et donc là, on a, en théorie, l'argent qui arrive. Et le lendemain, on a effectivement 10 000 € qui sont arrivés sur le compte. Après avoir discuté avec le client en question, on aurait pu faire passer beaucoup plus que 10 000 €, vu le secteur d'activité concerné. Et c'était passé tout seul. Personne n'était au courant et ça avait éveillé aucun soupçon, même plusieurs jours après. Numéro 3, alors on peut se dire que les équipes techniques sont moins exposées à ce type de risque, le phishing, parce que plus à même de repérer des supercheries au niveau technique, notamment. Mais ce n'est pas le cas. Alors, c'est effectivement quand même un peu plus dur, mais il y a beaucoup de scénarios qui passent lorsqu'on met les bonnes choses dans les emails. Ici, toute petite société, enfin toute petite, 25 salariés, avec globalement 2 grosses catégories, des personnes techniques, des personnes du support. Et là, on voulait tout simplement accéder au back-office de la plateforme pour avoir accès à tout, à des possibilités de faire des virements et accéder à des données personnelles. Technique choisie, spear phishing, avec un clone de site. Donc, on va cloner
on va cloner l'interface de connexion du back-office du site qu'on a identifié auparavant. Il faut savoir qu'elle était quand même assez difficile à repérer, ce qui n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours /admin. Et on prétexte une petite modification sur les connexions pour optimiser des choses techniques. Et on demande surtout aux gens de vérifier que leur compte fonctionne toujours. On envoie ça à pas mal de personnes. C'est une attaque qui a besoin d'être très rapide dans son exécution parce que ça éveille en général des soupçons. Donc, on se prépare aussi pour exploiter après tous les identifiants qu'on aura capturés. Et là, c'est la fameuse 1 minute pour cliquer. En moins d'1 minute, on a déjà 2 ou 3 comptes. Et dans la demi-heure, voilà, peut-être une dizaine, je ne sais plus exactement. Donc là, on a en fait usurpé une personne technique relativement haut placée dans l'équipe et différentes personnes en dessous. Vous imaginez bien que dans un contexte de télétravail, ça fonctionne encore mieux. Alors, comment peut-on limiter l'impact? C'est quand même ça qui est intéressant. Est-ce que Nawel, tu peux me confirmer à peu près combien de temps il nous reste sur cette partie là et pour les questions? Il nous reste une dizaine de minutes pour à la fois cette partie et les questions. Donc, Très bien. Très bien. Donc, on va aller assez rapidement sur cette partie-là. Sur cette partie-là, comment limiter les attaques? En fait, vous avez trois piliers à mettre en place dans une organisation pour se protéger et pas tout éliminer. Hein. Ne soyons pas dupes, on ne peut pas tout faire sauter en termes d'attaque. Le premier pilier, ça va être une mise en place de process, de workflow, de choses qui permettent de structurer les échanges, par exemple pour un virement bancaire, un process de validation, le fait d'entrer la facture dans un logiciel, etc. Donc ça, c'est une partie plus organisationnelle. Vous avez un deuxième pilier qui est le fait de s'entraîner au niveau individuel, d'avoir les bons réflexes. Le cerveau se fait hacker, il va falloir, dans la tête de chaque personne, inculquer ces réflexes et comment dire, cette chose qui fait que vous allez pouvoir détecter qu'un email de phishing est effectivement louche, que quelqu'un qui vous appelle au téléphone, c'est pas forcément la bonne personne. Et donc, voilà, être amené à se poser des questions dans la vie de tous les jours sur ce qui se passe. Alors, il ne faut pas devenir parano, hein, ce n'est pas le but, mais dans un contexte sensible par rapport à la manipulation d'éléments sensibles, rester sur le qui-vive. Et le troisième, c'est la technologie qui, quand même, fonctionne pas mal sur beaucoup de choses. Des protections techniques sur tout ce qui est email. Alors, je déteste Google. J'aime bien Google pour tout ce qui est moteur de recherche, mais j'aime pas Google. Mais pourtant, je dois bien avouer que sur ce qui est protection email, ils sont pas mal. Microsoft aussi. Alors, sans vouloir faire la pub des GAFA, GAFAM, leurs solutions sont pas mal sur ce plan-là. Après, il y a une protection qui va être anti-malware, anti-ceci, anti-cela, des filtrages, voilà, des protections sur ce qui peut être automatisé et éviter que des messages malveillants ne passent trop facilement. Et là, et ça c'est une chose assez qui n'est pas propre à l'ingénierie sociale, qui est quand même quelque chose d'assez répandu dans l'IT et dans l'organisationnel, c'est People, Process, Technology. Lorsque vous avez les trois, vous montez en fait le niveau de sécurité, en l'occurrence. Je pense qu'on peut passer aux questions. Je vais aller relativement rapidement sur cette partie protection, mais allons-y dans ce cas-là. Super, bah merci Nicolas. N'hésitez pas à utiliser votre micro, hein, on est en petit comité. Si vous avez des questions, on vous écoute. Alors, nous avons un message dans le chat, je vais le lire simplement. Généralement, les tentatives de phishing sont assez mal faites. Adresse email suspecte, faute d'orthographe, mail générique, en comparaison avec les exemples que vous nous avez montrés. Pourquoi
rentabilité suffisante en faisant peu d'efforts. Alors oui, je pense que l'élément de réponse rentabilité suffisante en faisant peu d'efforts est tout à fait vrai. Vous savez, c'est cette attaque, cet email que beaucoup d'entre nous ont reçu d'une personne située sur le continent africain en général, qui a hérité de plusieurs millions et qui a besoin d'aide pour pouvoir transférer. Et bien sûr, on touchera une partie, etc. Ça s'appelle le Nigerian Scam, Scam 419, il me semble, qui est en référence au code nigérien qui est relatif à cette attaque-là. Ça existe depuis très longtemps. Ça fait rigoler parce que voilà, c'est totalement bidon, mais ça marche. Ça marche toujours et c'est apparemment un des plus rentables, justement. Parce que le peu de personnes qui sont d'accord et qui se disent j'ai trop de chance, j'ai trop de chance. J'ai reçu cet email de cette personne en Afrique et que je vais pouvoir aider, bon, qui a eu plein d'argent et c'est un peu l'aventure. Et certaines personnes euh, sont très, très volontaires pour suivre cette pauvre personne, mais bien riche. Les fautes d'orthographe, oui, alors il y a une théorie qui dit que c'est une manière aussi de cibler. Disons que si vous voyez des fautes d'orthographe, c'est que vous n'êtes pas une bonne victime. Donc, ça ne pourra pas aller jusqu'au bout. Ça permet de filtrer. Bon, c'est une théorie comme une autre. Après, je ne sais pas si tous les attaquants ont une très bonne orthographe de base, surtout quand ils ne sont pas situés en France et qu'ils vous écrivent en français. L'adresse email suspecte, voilà, oui, c'est le mail générique. Je pense que pour le coup, c'est des choses très, très, très volumétriques. Le spear phishing, tel que j'ai pu le montrer, est très ciblé. Mais disons que lorsqu'on déjoue ces attaques de spear phishing, en général, les autres attaques sont un peu plus faciles, en général. Yes, merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Sinon, j'en avais une petite. N'hésitez pas, je ne voudrais pas prendre la parole de quelqu'un. Bah, je me lance du coup, très simplement, hein, dans une petite boîte, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de procédures assez simples qu'on peut mettre en place pour se prémunir de ce type d'attaque? Oui. Alors, de façon générale, dans une petite société, ce qui va être facile à mettre en place, contrairement à une grande boîte, c'est la communication au sein de l'équipe. Quand on est moins de 20 personnes, on est en général plus à même de discuter et d'être au courant de tout ce qui se passe, soit en présentiel, soit sur des outils comme Slack ou autre. Voilà, se parler. Alors, c'est pas forcément un process pour le coup, je réponds peut-être un petit peu à côté, mais c'est une culture à avoir. On reçoit un email, je sais pas, du directeur technique qui est en déplacement. Tiens, c'est bizarre cet email, pourquoi il nous demande de nous connecter ici? Vous aussi, vous l'avez reçu? Et plus on sera nombreux à analyser l'email, plus on pourra repérer aussi des attaques. Après, tout va dépendre des sujets qui sont sensibles dans la société en question. Est-ce que c'est les données personnelles? Est-ce que c'est des flux financiers qui sont assez conséquents et fréquents? Il va falloir en fait blinder l'accès aux données ou le déclenchement de certaines actions. Par exemple, en ayant une double vérification de la demande. Si c'est quelqu'un en interne qui vous demande de faire quelque chose, il ne faut pas qu'un simple email valide, il faut qu'il y ait peut-être un second facteur voilà, logique. Est-ce que c'est un fichier qui doit être mis sur le serveur, quelque chose sur un outil, un intranet, quelque chose qui doit être validé par ailleurs. Si c'est des virements peu fréquents, une validation par téléphone, en plus de l'email, peut être bien. Alors, le coup d'être plus présent ensemble
C'est moins faisable en ce moment avec le contexte de pandémie, mais c'est quand même pas mal, puisqu'on on se parle. Lorsqu'on usurpe quelqu'un qui est à côté de nous, c'est étrange. Mon collègue qui est juste à côté de moi qui m'envoie un email en me demandant de cliquer sur un lien, je lui dis mais c'est quoi ton truc? Voilà, ça arrive. Même nous, on se fait avoir en tant qu'attaquant là-dessus, on n'est pas bien renseigné toujours sur la présence ou non des personnes, mais c'est le cas. Autre question dans le chat, comment fait-on pour que les utilisateurs arrêtent d'ouvrir les pièces d'inconnus, les pièces jointes, j'imagine, malgré un message régulier de prévention? Alors, si on prend ces 3 axes ici, People, Process, Technology, au niveau de technologie, les pièces jointes, il y a des solutions qui existent déjà pour filtrer les pièces jointes qui arrivent par mail, en l'occurrence, en bloquant certains types d'extensions, en passant ça par des antivirus. Mais bon, c'est pas à 100% bulletproof, comme on dit. Il y a des attaques qui passent les antivirus si on les travaille suffisamment. Les extensions, c'est pareil, on peut trouver des vulnérabilités dans les PDF avec les dernières news en termes de sécurité. Donc, on trouve des moyens de passer ça, mais ça filtrera déjà pas mal. Ensuite, people, il faut montrer par l'exemple qu'est-ce qui est malveillant, qu'est-ce qui peut se passer lorsqu'on ouvre une pièce jointe et qu'on active les macros. Il n'y a rien de mieux que l'exemple pour, entre guillemets, choquer, mais pour montrer que un antivirus, un virus, pardon, c'est pas une grosse fenêtre rouge avec une tête de mort, etc., avant qu'il y ait un problème. C'est un fichier PDF standard. Ça peut être quelque chose de très anodin à première vue, donc il faut pouvoir montrer et sensibiliser. Le message ne suffit pas, il faut du concret. Et au niveau process, là-dessus, c'est un peu difficile, quoi. Ce qui va être encore plus difficile, c'est lorsqu'on a une pièce jointe qui n'arrive pas en pièce jointe, mais qui est avec un lien avec des choses à télécharger. Là, on va avoir une autre problématique qui est que quelqu'un clique et télécharge l'email, la pièce jointe. Ok. Au top. Merci beaucoup, Nicolas, pour tous ces éléments de réponse et cette présentation des différents types d'attaques. Effectivement, je crois on a tous eu au moins une fois une de celles-ci, mais moi personnellement, certaines m'étaient encore inconnues, notamment bizarrement le truc par téléphone, tu vois. On fera plus attention à la cuisine, on est souvent sollicité pour des trucs comme ça, tu vois. Donc on fera gaffe. Merci à tous les participants de votre présence. On aurait bien passé plus de temps avec vous, mais on enchaîne aussi sur un autre webinaire là à 11h15. Si vous avez des questions plus particulières sur le sujet, n'hésitez pas à contacter Nicolas directement ou la cuisine via notre mail contact@lacuisineduweb.com. Si vous avez des questions à Nicolas aussi, je lui ferai suivre sans problème. Le webinaire est enregistré et sera disponible en replay. Du coup, d'ici quelques jours, le temps pour nous de terminer le montage sur la chaîne YouTube de la cuisine. Donc, n'hésitez pas aussi à faire tourner à vos collègues, à vos contacts pour que tout le monde soit au même niveau d'information sur toutes ces attaques. Merci beaucoup, Nicolas. Si tu veux clôturer, dire un petit mot. Rien de spécial. Et merci beaucoup, Nawel. Merci aux différents participants. Et puis, je recroiserai avec plaisir certains d'entre vous sur Lyon pendant les Happy Cuisine une fois qu'on sera tous déconfinés. Yes, et sur le blend bientôt des nouvelles du blend. Merci à tous, passez une très bonne journée.